Êtes-vous prêt ou non à aller aux élections, vous? Non, nous sommes prêts pour les élections, même demain. Alors, nous allons affronter les élections. Et l'opinion doit savoir que Nouvelle Élan, ma formation politique, n'est pas pour le boycott des élections. Vous allez présenter un candidat à la présidence? Oui, le candidat à la présidence, c'est Martin Fayulu. Qu'est-ce que je dis? C'est Adolphe Muzito. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur les différentes télévisions partenaires qui vous relaient ce magazine Choc des idées. Merci de nous suivre de partout en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde par la magie du satellite. Et bienvenue à votre magazine qui, aujourd'hui, va se poser la question de savoir que faire pour anticiper les événements en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous avons des têtes couronnées du débat public en République démocratique du Congo. Notamment à ma gauche, M. Claude Ngoma, qui se trouve être chargé des questions politiques et juridiques à Nouvel Élan. C'est le parti cher à l'ancien, au Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. Claude Ngoma, bonjour. Bonjour mon frère Louis-Dor, et également bonjour à mes frères politiques que j'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui ensemble avec eux. D'accord, merci beaucoup. La grande équipe technique rangée derrière les caméras. Nous avons également M. Chris Mukendi qui se trouve être secrétaire national adjoint en charge de la mobilisation à l'AFDC, le parti cher à Modeste Bati Lukebo. Chris Mukendi, bonjour. Bonjour très cher Ludo, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je salue les amis co-débatteurs avec qui nous aurons à partager le plateau. D'accord. À l'extrême droite, Maître Laurent Ochumbe, qui se trouve être juriste de formation, mais sur ce plateau, nous le recevons en tant que cadre de l'ECID, parti cher à notre compatriote Martin Fayulu Madidi. Maître, bonjour. Non, mais derrière chef, merci pour l'invitation Ludo, pour ce précieux plateau qui m'a manqué. Merci de tout. Donc, salutations à mes amis et je pense que le débat sera Merci d'avoir dissipé mon inquiétude. Merci beaucoup. Quand je ne vous ai pas vu, j'étais très inquiet. Merci, et puis Ludo. à l'extrême gauche, Monsieur Mathieu Takizala, lui se trouve être opérateur économique, mais comme vous savez, la politique est un domaine transversal. Si vous ne vous en occupez pas, elle s'occupe de vous. Les opérateurs économiques aussi ont droit à donner de la voix sur la place publique en ce qui concerne les différentes questions. Monsieur Mathieu Takizala, bonjour. Je remercie Charles Lidor parce que l'émission, déjà le nom, évocatif, choc des idées. Choc des idées. On dit avec les idées, on peut construire une nation. Voilà. La force d'une nation, ce sont des idées. Je remercie tous les messieurs qui ont la dignité de l'espace public, parce que l'espace public, il faut avoir la gravité pour venir devant la caméra. Merci beaucoup. Voilà rapidement le squelette de cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons parler des élections. Il a été annoncé, formellement ou informellement, que les élections auront bel et bien lieu en 2023 et que l'enrôlement des électeurs pourrait, je préfère moi en tant que journaliste, utiliser le conditionnel, pourrait commencer au mois de novembre courant, donc novembre 2022, tandis qu'en juillet 2023, ça sera le dépôt des candidatures pour la présidentielle, mais aussi pour les législatives nationales et provinciales. Nous allons en parler avec les invités sur ce plateau. Nous allons également parler de la situation de l'Est, qui reste encore beaucoup plus préoccupante. Et enfin, nous allons nous poser l'épineuse question, c'est d'ailleurs par là que nous allons commencer, de savoir pourquoi continue-t-on à percevoir la taxe dite Covid dans les ports et aéroports de la République démocratique du Congo, alors que la Covid est censée être totalement éradiquée. Nous ne manquerons pas de parler aussi de la crise pétrolière internationale avec son incidence sur l'ensemble de la planète. Alors, comme annoncé dans l'avant-propos, vous avez 2 minutes chacun pour répondre à cette question qui est celle du public. Pourquoi continue-t-on à percevoir la taxe Covid dans les ports, aéroports de la République démocratique du Congo? Que fait-on de cet argent? Qui prend la parole le premier de manière démocratique pour y répondre en 2 minutes? Non, mais merci beaucoup, Ludo. Maître Laurent. Oui, je pense que la question n'est pas pourquoi nous percevons cette taxe, parce que ça ne se justifie plus présentement. Étant entendu que nous sommes l'un des pays au monde qui a sérieusement résisté à cette pandémie. Mais la question fondamentale, par contre, où vont ces sommes perçues présentement? Le pays connaît un problème sérieux de transparence.
ça peut être que cet argent serve à quelque chose pour l'intérêt de tous les citoyens. Mais il y a une obligation pour l'INRB, l'institution qui perçoit cette somme, de nous dire la destination de cet argent. Je l'ai dit, d'emblée, on ne peut pas condamner parce que ça peut être que ça nous sert à quelque chose. Mais il faut que l'INRB communique pour savoir la destination et la fonctionnalité de cet argent qui est rançonné, à mon avis, indûment sur les dos des Congolais, qui ne fait que souffrir présentement. Voilà la question fondamentale. Donc l'INRB qui nous suit a l'obligation de communiquer où vont ces fonds, ça sert à quoi pour les Congolais? Si ça ne sert en rien, si ça sert à enrichir les poches des citoyens, je crois qu'il faut tout simplement abandonner et laisser la population qui souffre autant s'occuper notamment des questions de scolarité des enfants. Oui, parce qu'il vous reste encore 45 secondes dans votre temps de parole. Pourquoi vous épargnez le ministère de la Santé? Parce que c'est en fait une politique du gouvernement et non pas de l'UNRB qui n'est qu'une structure qui exécute une politique gouvernementale. Ah, voilà. Mais le problème, c'est que c'est cette agence-là qui perçoit cet argent, mais nous savons qu'il y a une autorité de tutelle. Mais la personne qui perçoit directement cette taxe, c'est l'INRB. Et nous présumons, l'INRB a une personnalité juridique, au-delà d'avoir comme tutelle le ministère de la Santé. Mais je ne l'épargne pas, d'autant plus c'est un service qui dépend du ministère. Donc quand moi je parle de l'INRB, j'indexe au même moment son ministère de tutelle. Parce que si le ministre ou les ministères ne se retrouvent pas sur ces sommes, il aurait déjà monté sur les créneaux pour demander à l'INRB de cesser et d'abandonner ces prélèvements. D'accord, voilà. Je vais appliquer un schéma que j'ai appris pendant mes humanités gréco-romaines, le chiasme, parce que vous êtes 4, je prends celui qui est de l'autre côté, et puis je vais revenir sur M. Ngoma, et je prends M. Mathieu Takizala. Alors, M. Chris Mukendi, à propos de la taxe Covid. Oui, vous l'avez dit, c'est une politique gouvernementale. L'INRB n'est qu'un instrument qui permet à ce que cette politique puisse être appliquée. J'ai eu le privilège de prendre le même avion avec Maître Laurent Tchoumbé dernièrement, de la Belgique pour Kinshasa. Nous avons partagé le même avion. Il faut rappeler qu'il a passé les tests Covid avant de prendre l'avion avec moi. À Kinshasa? Non, non, en Belgique, à Bruxelles. Ouais. Donc ça veut dire que même à Bruxelles, pour venir au Congo, on continue à faire des tests Covid. Mais ce que moi je ne partage pas, c'est que on continue à alimenter l'industrie du masque. Alors qu'aujourd'hui, il est clairement établi que Covid a été éradiqué ici à Kinshasa. Il n'y a qu'à aller dans nos hôpitaux pour voir, est-ce qu'il y a encore dans nos hôpitaux, au cinquantenaire, Mama Yemo ou à la télé Galema Agi, est-ce qu'il y a encore des patients de Covid dans nos hôpitaux? Voilà. Il est clairement établi qu'il n'y a plus de patients dans ces hôpitaux. Donc ça veut dire que nous continuons à alimenter l'industrie du masque, alors que les Congolais, hein, le plus pauvre en tout cas, a du mal même à s'acheter un masque qui coûte 500 francs. Je ne suis pas d'accord pour qu'on élimine les tests Covid, mais je suis pour qu'on arrête, parce qu'après les tests, il est clairement établi que la personne ne souffre pas. Pour quelqu'un qui ne souffre pas de Covid, je vois mal pourquoi on va lui exiger le port du masque. D'autant plus que partout en Europe, on ne porte plus le masque. Moi, je crois que le gouvernement, avant de prendre cette décision, il doit aussi se référer à l'INRB qui a l'expertise voulue en la matière pour permettre à ce que les politiques décident. Parce que les politiques ne décident pas sans l'avis des experts. Moi, je pense qu'il est temps pour que nos amis de l'INRB puissent orienter le gouvernement dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne ce qui est perçu, je ne sais pas, parce que c'est une taxe qui est payée. Je ne peux pas comprendre que Maître Laurent Tchoumbé exige qu'on lui mette sur la place publique l'état des lieux de ce qui est perçu comme taxe. Déjà, c'est comme si on demandait à la DGDA de nous rendre le compte tous les jours, qui est un service d'assiette. Donc, je considère qu'il y a un gouvernement qui s'est canalisé des recettes qui sont perçues dans les cadres des taxes pour la Covid. Et voilà, au moment opportun, s'il estime qu'il faut faire un compte rendu de ce qui a été perçu et de ce qui a été fait, il reviendra au gouvernement de pouvoir le faire. D'accord. Monsieur Ngoma, même question, même temps de parole. Très bien, mon frère. Ici, je vais évoquer d'abord la gestion de cette crise. Comment le régime a géré cette crise, donc le gouvernement. Parce que nous avons beau crier ici
dans le pays que la façon dont le gouvernement a géré cette crise de pandémie à Covid-19, c'était d'une façon cavalière, catastrophique, je veux vous dire. En commençant par les dons qui nous a été donnés, et des dons jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît même pas la traçabilité. Je dis ici, la Banque mondiale nous a financé à la hauteur de fonds, oui, à la hauteur de 350 millions. Mais jusqu'aujourd'hui, l'argent, je ne sais pas moi, quel chemin a pris cet argent. Donc c'est compliqué. Et qu'aujourd'hui, il y a eu levé des mesures prises par le ministre de tutelle. OK? Mais je suis encore étonné que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue encore à percevoir des taxes. La taxe Covid. Mais attends, à quoi servirait donc voilà comment le vaccin? Quelqu'un qui a pris le vaccin, doit-il encore payer la taxe? Et cette taxe servira à quoi? Et voire même la taxe perçue, du point de vue de traçabilité, c'est flou. La gestion est opaque. Et nous ne savons pas aujourd'hui, cet argent sert à quoi? Parce que la personne mieux indiquée ou les personnes mieux indiquées à nous donner la traçabilité autour de ces taxes perçues, c'est le ministre du tutelle. Et de deux, l'organe technique qui est censé de mettre en musique la politique du gouvernement liée à la santé publique. C'est le docteur Muyembe. Et donc, non, plutôt l'INRB, pas le docteur l'INRB, okay, qui est représenté par le docteur Muyembe. Oui. Et quand je me mets à faire approcher les deux tableaux, je me sens perdu dans mes réflexions. Je n'arrive pas. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on a levé le mesure lié à la pandémie, il y a silence radio, Muyembe ne parle même pas. Et on était habitués à chaque semaine d'être informés par rapport à la courbe. Et aujourd'hui, quand il y a silence radio, aucune déclaration faite de la part de M. Muyembe, j'ai dit que pandémie égale 0 à Kinshasa et en RDC. Par conséquent? Par conséquent, la taxe doit être supprimée et les masques ne peuvent plus être recommandés dans des lieux publics ou privés. J'ai dit. D'accord, vos 2 minutes consommées. Alors, M. Mathieu Taguizala, vous êtes un opérateur économique, vous allez nous éclairer davantage. À moins que je me trompe, je pourrais être corrigé par mon frère Chris Mukendi ou Maître Laurent qui viennent de voyager. À ce que je sache, c'est $50 la taxe Covid pour ceux qui vont à l'étranger et $15 pour ceux qui vont à l'intérieur du pays pour les vols domestiques. Donc voilà un peu une idée pour que les téléspectateurs se fassent une idée. Quelle est votre lecture de la question en tant qu'économiste? Bon, nous sommes d'abord dans une période inflationniste en ce moment. Le pouvoir d'achat des uns et des autres est en train de disparaître. Ça veut dire quand vous regardez le contexte actuel, nous ne comprenons pas que la force de l'État, c'est le consommateur. Et le consommateur, c'est la population. C'est ce monsieur qui quitte Kinshasa qui va à Lubumbashi. C'est ce monsieur qui quitte Kinshasa qui va en Belgique. C'est ce monsieur qui quitte Kinshasa pour les autres destinations. Alors, le voyage est presque 4 décennies en République démocratique du Congo est devenu l'X pour nos compatriotes. Quand vous voyez, par exemple, les déplacements, le coût d'avion, tout ce qui se passe à l'intérieur, on prive le Congolais à se développer. Nous devons regarder nos réalités. Et quand vous regardez la Chine, il n'y a même pas moins de 3 mois, la Chine a mis une politique qu'on appelle des zéro Covid, où des villes entières, on a éradiqué. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, automatiquement, vous n'allez pas produire. Mais le problème n'est que du côté de l'institution, la politique publique de la République démocratique du Congo, il faut qu'on comprenne d'abord quel type de la masse qu'on a et combien de Congolais voyagent. Vous savez, là on parle de Covid, mais le taxe que nous payons GoPass, jusqu'à aujourd'hui ça existe. Et pourtant c'était les instruments qu'on avait mis à l'époque pour la construction de l'aéroport. Pour que le banquier puisse donner de l'argent, c'était la Banque africaine de développement, à la République démocratique du Congo, il fallait des gens qui du côté congolais qu'on prouve des ressources. Et on a mis ces taxes-là. Et jusqu'aujourd'hui. On va y revenir. Restons d'abord dans la taxe Covid. Oui, je vais évoquer le GoPass. J'ai fait le parallélisme. Allez-y. Ça veut dire que
GoPass, à l'époque, on avait mis ça pour séduire le banquier africain, pour endetter la République démocratique du Congo, pour créer l'infrastructure aéroportuaire. Mais cette histoire, c'est déjà fini. Mais on continue à payer. Mais on continue toujours. Je crois que c'est $10 pour ceux qui vont à l'intérieur. Et à l'international, c'est 50. À l'international, ça doit être $50. Quelque chose comme ça. Alors, maintenant, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut créer une nation avec l'actif? Quelle est la meilleure question que vous posez? Où va l'argent ou qu'est-ce qu'on veut? Oui, parce que d'abord, cet argent-là qu'on percevait à l'époque Covid en République démocratique du Congo, il y avait une logistique qui se faisait. On pouvait comprendre. Parce qu'il y a une logistique, on déplace les gens des points B, les policiers, dans des... Alors, maintenant, aujourd'hui, même le bac d'eau qu'on mettait dans la ville, on ne le voit plus. Vous comprenez? Les lave-mains. Les lave-mains. Il n'y en a plus, non? Le barricade, il n'y en a plus. Mais maintenant, comment on va commencer maintenant à percevoir l'argent? Parce qu'on peut considérer qu'à l'époque, cette logistique était supportée avec ces contreparties. Votre co-débatteur Chris Mukendi a dit que cette question ne vaut pas la peine parce que vous n'allez pas demander la même chose à la DGI. Non, ce n'est pas de ce sens-là. En fait, là, c'est quelque chose qui est d'abord périodique. Ce n'est pas quelque chose de classique. C'était uniquement, on a appliqué cette réglementation du point de vue économique pour faire face à la réalité. Donc, et cette réalité aujourd'hui, tout le pays sont... Mais peut-être de notre côté, cachiné, ça peut rester pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas porteur de vaccins. En République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous continuez à porter le masque. Oui, parce que je ne suis pas porteur de vaccin. Vous n'avez enlevé qu'avant de passer sur ce plateau. Oui, je ne suis pas porteur de vaccin. Et comme on se déplace, ça veut dire que ça peut être, et même pour se protéger, pour cachiner, celui qui n'a pas de vaccin peut le mettre. Donc, pour vous, il faut supprimer la taxe Covid ou maintenir? Parce que là, non, il faut le supprimer parce que du point de vue fiable, on ne voit pas cet argent fait quoi. Quelle est la logistique que ça fait aujourd'hui? D'accord. On va faire le dernier tour de parole. Là, c'est 1 minute 30, 1 minute 30 chacun. Maître Laurent Tchoumbé, le compatriote a soulevé une question aussi importante que celle de la taxe Covid, c'est la question du GoPass. Quand vous voyez les conditions dans nos aéroports, notamment l'aéroport international d'Indili, lorsque vous revenez de l'Europe, le temps que vous mettez pour attendre les bagages, d'après les informations à ma possession, l'aéroport n'a que 400 chariots, alors que chaque jour, les passagers entrant et sortant sont estimés autour de 2500-3000, qui se disputent 400 chariots pour transporter les bagages, qui mettent 2 heures, 3 heures pour arriver sur le tapis roulant. Que fait-on avec cet argent de GoPass aussi? Mais parce que Chris a évoqué tout à l'heure que nous venons dernièrement d'effectuer un déplacement avec lui ensemble. Nous avions eu l'avantage de voir un spectacle. Il y a une dame qui a fait... Vous étiez à Charles de Gaulle? Vous êtes passé... Bon, on était un peu dans beaucoup de pays en Europe. Enfin, tout ça, de quel aéroport êtes-vous? Non, moi je parle de l'aéroport d'Indili. Okay. Quand nous sommes revenus, on a une dame qui a fait pratiquement 17 ans à Bruxelles. Et quand elle est arrivée à l'aéroport d'Indili, elle a fondu de larmes. On n'a pas un aéroport en RDC. La République démocratique du Congo n'a aucun aéroport au sens international du terme. Et que donc je considère donc vous remettez en cause les acquis de Matata Mponyo quand même. Non mais Matata n'a rien fait. Ici, en comparaison avec ce que les autres font, parce qu'on a un bien, c'est parce qu'il y a un mal. On a du positif, c'est parce qu'il y a du négatif. Donc pour juger la viabilité de nos aéroports, et particulièrement l'aéroport phare, qui est l'aéroport d'Indili, il faut les juguler par rapport aux aéroports de pays amis, aux aéroports de d'autres pays. Ici, on a fait Nairobi. On a fait Sénégal, mais il faut regarder, ce sont les aéroports africains, pour ne pas parler de la Belgique, de France. Et nous n'avons pas d'aéroport. Donc nous considérons que c'est une vaste escroquerie que de prélever l'argent indûment auprès des citoyens congolais qui ne servent à rien. Et c'est malheureux de constater, d'autre part, qu'à un moment donné, la justice a ouvert une machine, notamment pour traquer les auteurs présumés de ces détournements. Mais comme d'habitude, quelques jours plus tard, ils sont graciés. Mais vous n'allez pas oublier que je ne l'indexe pas parce que c'est la justice qui l'a condamné, mais c'est Bilingué. Il a été indexé pour les détournements de ce fonds qui disparaissaient parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à prélever les frais de GoPass. Mais ça ne sert à rien parce que quand vous arrivez à l'aéroport, il n'y a même pas le début de commencement des chantiers. Mais on vous dirait qu'il y a une pierre qui a été, la première pierre qui a été posée. Mais à la suite, c'est un silence de mort. Qui prélève en fait? C'est quel service de l'État qui prélève le GoPass dans les aéroports? Non, mais
je crois que c'est la RVA. Non, c'est la RVA. Dans le récit. Il y a deux Gopas, on dirait. Il y a des Gopas. Un Gopas pour l'intérieur. Pour la ville et pour l'aéroport. Mais que fait-on de cet argent? Posons-nous quand même des questions sans complaisance. Quand même, nous sommes des Congolais, c'est notre pays. C'est ça que j'ai parlé du devoir. Que fait-on de cet argent quand on voit l'aéroport de Nil tel qu'il est là aujourd'hui? Voilà pourquoi je parle du devoir de redevabilité. Depuis des années, c'est pas aujourd'hui. Mais exactement, mais aujourd'hui, la personne est redevable. C'est les gestionnaires actuels. Nous n'allons pas présentement aller demander à Kabila. Nous demandons à M. Félix Tshisekedi, avec toutes ces institutions, de nous dire où est-ce que cet argent va. Parce que c'est lui qui gère et c'est face à lui qu'on doit demander la redevabilité pour nous les citoyens congolais qui souffrons. C'est une question sociale, ne la politisons pas. Non, je ne la politise pas parce que jusqu'à la preuve du contraire, nous, quand nous parlons, le président lui-même, il paye aussi les Gopas. Lui ne paye pas. Quand nous parlons du président de la République, on ne l'indexe pas en tant qu'individu. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. De la question, on peut dégager les implications. Mais les questions sociales sont liées aux questions politiques. Parce que les gestionnaires des questions politiques et sociales, c'est toujours le gouvernement. Et qui chapeaute le gouvernement, c'est lui, le président de la République. Pas qui est à la tête d'un exécutif bicéphale. Et donc nous voulons que le pouvoir en place, qui a cette obligation de nous dire, comme on vient de parler avec le frère Covid, la destination de ce fonds. Le parallélisme que vous avez fait, cher ami, n'est pas de mise à ce stade. Ici, on parle d'une activité ponctuelle, d'une activité qui n'est pas pérenne. La DGI, la DGRAD, c'est pour l'éternité. Mais ici, c'est pour faire face à une situation urgente. Et quand la situation disparaît, la conséquence doit aussi disparaître. D'accord. Réplique de Chris Mukendi. Je crois que Maître Laurent Tchombe, c'est un juriste outillé. Lorsqu'il aborde la question de Gopas, il sait pertinemment bien que lorsqu'un chef de l'État hérite ou accède au pouvoir, il hérite le passif et l'actif. Dans le cadre du passif, il a été rendu public les rapports de l'IGF qui avait dit que nous devons encore continuer à payer les Gopas. Pourquoi? Parce qu'il y a un successeur de ce régime qui avait contracté un prêt pour la construction des aéroports. Voilà, les volumes du prêt, je crois qu'il est connu. Mais le remboursement devrait se faire par quel mécanisme? C'est à travers l'instauration du Gopas. Malheureusement, et ces infrastructures qu'on attendait ne sont pas arrivées, mais jusqu'à aujourd'hui, la RDC continue à payer la dette. Voilà l'escroquerie. Donc les Congolais payent la dette contractée par... Justement, les Congolais continuent à payer la dette contractée par le régime Kabila, alors qu'en contrepartie, il n'existe toujours pas d'aéroport qui devrait être construit à travers le pays. Dans les Sankourou, dans les Kasaï, partout dans le pays. C'est ça la vérité. Voilà. Mais l'argent pour la dette était sorti. Voilà où se situe le vrai problème. Donc, selon les rapports de Gilles Alinguete, on doit continuer encore à payer parce qu'on n'a pas encore atteint le montant du remboursement. Voilà la vérité. En ce qui concerne Covid, j'ai entendu Mathieu Takizala dire ici, pour lui, on doit arrêter catégoriquement avec les tests Covid. Mais il s'est contredit lorsqu'il dit qu'on doit continuer encore à porter les masques. Il a dit pour ceux qui n'ont pas eu le vaccin. Non, mais justement, on a établi ici le fait que dans nos hôpitaux, il n'y a personne qui souffre de Covid. Il faut aller dans nos hôpitaux, il n'y a personne qui souffre de Covid. Pourquoi on doit continuer à faire les tests? Si je dois entrer dans sa logique, lui veut qu'on supprime les tests Covid, mais par contre, il veut que nous puissions continuer à garder le masque qui alimente l'industrie de ceux qui produisent des masques. Je dis, il est en contradiction avec lui-même. Pour moi, je pense, parce que même dans les pays où ils ont éradiqué, où ils ont tous été vaccinés pratiquement à 100%, les tests Covid continuent. À quel prix? Non, mais c'est à $50 pratiquement. Quand bien même on nous l'avons fait, je crois qu'on a payé 50 €. En plus de la carte de vaccination. Hein? En plus de la carte de vaccination. Mais déjà ici, voilà encore une farce qui se passe ici, c'est quoi? Lorsque vous introduisez votre dossier ici, à la maison Schengen, composé de tous les documents avec la preuve de votre vaccin, on vous remet les tests de vaccin parce qu'ils ne croient même pas à cela. Ils ne croient pas à cela. Ils ne croient pas à la carte de vaccination. Non, mais ils ne croient pas à la carte de vaccination. On vous retourne la carte de vaccination. Donc nous avons un problème ici, c'est que vous vous faites vacciner, mais vous passez encore les tests. Ce qui est admissible chez eux, c'est
les tests Covid. Oui. Mais pas le preuve que vous avez été vacciné par le vaccin Johnson ou d'autres vaccins. Oui. Donc on a un problème sérieux qu'on doit résoudre. Très bien. Comme moi j'ai dit, moi je considère qu'on ne peut pas, comme a dit Mathieu, éradiquer, éliminer, supprimer avec les tests qui coûtent $50, mais continuer à porter les masques. Je crois que c'est incohérent. On va prendre M. Ngoma. On va terminer rapidement pour commencer le sujet consacré aux élections. M. Ngoma, j'ai rebondi avec un nouvel aspect de ce sujet. C'est que, curieusement, au moment où d'autres Congolais se font vacciner, se font tester pour savoir s'ils sont porteurs du virus, ou pas, du coronavirus, mais il y a des gens qui achètent des tests de Covid et qui voyagent avec. Et cela échappe au contrôle du gouvernement et des services compétents. Comment trouvez-vous ça? Non, ça il y a des services qui vendent des tests Covid comme ça et les gens voyagent avec. Ça, c'est la légèreté dans la gestion. La légèreté dans la gestion. Comment anticiper, pour rentrer à notre question du départ de l'émission, comment anticiper ce genre d'événements, ce genre de choses pour que ça ne se produise pas dans notre pays? Vous savez, mon frère Ludor, il faut mettre l'homme au centre de tout. Le grand problème avec le Congo, mon pays, c'est l'homme. L'homme n'est pas au centre du développement du Congo. Quand je parle de l'homme, il faut retravailler encore le mental. Il faut retravailler encore. Parce que aujourd'hui, chaque Congolais fait loi sur son coin, dans son coin. Il vous impose de loi. Vous vous réveillez comme ça, il y a un petit chauffeur qui vous dit non, le transport c'est 5 000 francs. Et tout ça, c'est organisé parce qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Revenons-en de la taxe... Covid, des tests... Non. GoPass. GoPass. Les amis ont bien expliqué ici que voilà, il y a eu un prêt et que nous devons continuer à payer ces taxes pour honorer nos engagements vis-à-vis de nos partenaires de la Banque africaine de développement. Mais le nœud du problème est là. Est-ce qu'il n'y a eu pas financement de la part de la Banque africaine de développement? Oui, il y a eu financement. Est-ce que ce financement a donné des fruits aux Congolais? Non. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut initier une action judiciaire. C'est là où il y a le problème. Où est parti l'argent? Où est parti l'argent? Où est parti l'argent? Parce que ici, M. Chris Mukendi venait de le dire tout à l'heure, que voilà, M. Félix-Antoine Tshilombo a hérité cette situation. Il a hérité les actifs et le passif. Mais il a hérité, il commence à payer l'argent que lui n'a pas consommé, l'argent que les Congolais n'ont pas consommé et l'argent que les Congolais n'ont même pas entré en jouissance en termes des infrastructures. Et donc, il faut initier une action judiciaire face à ceux qui ont géré cet argent par le passé. Ça, c'est de l'enrichissement illicite. Les mêmes gens qui ont détourné, ils sont là, ils circulent, Gironval, nous, midi et soir, ils sont là. Mais, ici, je vais interpeller les Congolais, parce que bon nombre de Congolais risqueront de croire que si on actionnait la justice pour un groupe d'individus, ils risqueront de dire ce chantage. Non, c'est notre argent que nous poursuivons. Est-ce que... Okay, merci beaucoup. Monsieur Mathieu Taxal, on va aborder, vous serez beaucoup plus bref et vous entrez directement dans les sujets consacrés aux élections. Est-ce que, parce que vous avez tous à l'unanimité reconnu que le GoPass fait partie du remboursement d'une dette sollicitée ou d'une créance obtenue, d'un crédit obtenu auprès de la Banque africaine de développement pour moderniser les infrastructures aéroportuaires et que cela n'a pas été fait. Pourquoi ne pas dispenser les pauvres Congolais qui n'y sont pour rien et que le gouvernement s'acquitte? C'est ça, en fait. Ce montage économique a été fait pour un objectif précis. Oui. La RVA, c'est une société qui fait l'exploitation commerciale. Il fait louer le parking et le service. Et l'espace aérien. Et l'espace aérien. Ça veut dire qu'il a d'autres ressources. Les taxes aéroportuaires existent dans tout le pays du monde. Mais dans les autres pays qui ont compris, pour ne pas asphyxier la population, on l'indexe sur le billet d'avion.
On indexe sur le billet d'avion et on regarde toujours le variant économique. Ça veut dire que lorsque le variant économique est en négatif, et on doit réajuster la chose. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en négatif. Quand vous êtes en négatif, on ne peut pas continuer. Et pourquoi ce prix est toujours, le montant est toujours fixe? Pourquoi toujours $50? Et on ne tient pas compte de la réalité sociologique de la République démocratique du Congo. Et la réalité du pouvoir d'achat des Congolais. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a récupéré un prêt. Moi, je suis spécial autogarage. Je vais aller chercher un prêt pour mettre l'outil de production. Parce que cet aéroport, c'est un outil de production. Donc, on semblait aller que la gestion de LVA doit faire face. On ne peut pas maintenir uniquement en disant, bon, parce qu'on a pris l'argent de la banque, on doit continuer à fragiliser l'actif. Parce que l'actif, on doit le mettre pour qu'il puisse produire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut réformer cet axe aéroportuaire. Il faut le mettre indexé sur le billet d'avion. Parce qu'à Roissy, il y en a dans tous les aéroports, mais on le met sur le billet d'avion. Donc d'où la nécessité d'amener des acteurs, des opérateurs d'aviation, qui sont en République démocratique du Congo, et même ceux qui vendent des billets, et les tours opérateurs, pour chercher des voies et moyens, pour que la population puisse comprendre. Parce que si on a fixé, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On continue toujours à fixer la petite population congolaise, parce que tout le monde ne prend pas l'avion, même ceux qui prennent l'avion, à quel prix? À quel prix? Un aéroport où il n'y a pas une zone fret, un aéroport où il n'y a pas un restaurant, un aéroport où il n'y a pas de parking, un aéroport où tout ça, mais on a un prix, on continue toujours à... On a évoqué la question des chariots qui manquent à l'aéroport. Donc il y a un 400 chariots pour 3000 vous avez le vol à 2 h du matin, ouais. Rien du tout. Là, on a un projet même sur l'aéroport de Ndjili. On a demandé, parce que moi, avec un groupe d'amis, que nous puissions créer l'hôtel à l'intérieur. Où les jeunes gens, quand ils arrivent... Comme ça s'est fait ailleurs, comme ça s'est fait ailleurs. C'est pas normal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons évoluer. Il faut tenir compte de la réalité du moment. Voilà. Donc on ne peut pas rester là et on va continuer toujours. Les gens vont commencer à payer $50, ça ne sert à rien. Mais je vous dis sincèrement merci et permettez-moi de le dire parce que nous avons abordé vraiment des questions qui intéressent la population. C'est vrai, on peut parler politique, mais là ce sont des questions vitales qui intéressent beaucoup de nos téléspectateurs. Avec votre permission, avant qu'on aborde les élections, est-ce que nous pouvons parler des conditions de voyage actuellement à l'intérieur du pays? Moi, je reviens d'une province où j'ai mis plus de 10 jours pour avoir un avion et rentrer sur Kinshasa. Vraiment, je crois qu'au dernier jour, je devais me battre au risque même d'oublier ma petite valise parce qu'il fallait monter à bord de l'avion, quand bien même j'avais mon billet. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'avion qui font Kinshasa et l'intérieur. Il m'a été dit même que les petits porteurs qui font le tour de beaucoup de nos provinces sont des avions angolais. Est-ce que nous ne sommes pas en mesure, nous, gouvernement congolais, de nous doter des petits avions qui puissent faire le tour de nos provinces pour ce qui concerne des petits aéroports? Le déplacement est mobile. Oui, parce que vous venez de parler, je commence avec Maître Laurent, ça va revenir à vous, pour raison d'équilibre. Donc une minute, et puis on ne va pas des questions politiques qui vous intéressent beaucoup plus. Merci moi, beaucoup. je vois d'abord le peuple. Merci beaucoup, Ludo. Moi-même, comme vous, je venais d'être victime il y a 2 semaines. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas le point de manque d'avions où nous n'allons pas demander au gouvernement d'acheter les avions, les petits porteurs. Ce sont généralement les commerçants, les sociétés commerciales qui font ce travail-là. On ne va pas vraiment demander à l'État de tout faire. L'État nous demande de mettre les conditions, la législation. Ce n'est pas une obligation pour l'État d'acheter le gouvernement, non, les avions. Ce n'est pas vraiment l'obligation du gouvernement d'acheter les avions de transport. D'avoir une compagnie. Non, l'État a déjà une compagnie. Oui. Nous lui demandons de rendre cette compagnie viable. Oui. Mais la floration, c'est une question de tout le monde. Les opérateurs économiques, l'État, son obligation principale, c'est mettre les conditions qui peuvent inciter effectivement les commerçants à pouvoir à cette carence dont nous sommes victimes. Mais le plus grand problème ici, ponctuel, qui se vit, c'est l'absence du carburant, du kérosène. C'est ce qui a occasionné, ou ce qui occasionne jusqu'à présent, que les conditions de vol deviennent comme les conditions que nos compatriotes prennent le taxi ici à Kinshasa. Il faut faire de la violence, il faut batailler pour prendre un avion. Et là, nous appelons à la responsabilité du pouvoir public. Parce que j'ai l'impression que ceux qui nous gèrent aujourd'hui font la guerre des chiffres avec le passé. Ils veulent gonfler les réserves d'échange sans savoir que le problème, ce n'est pas d'avoir 10 milliards de réserves d'échange. Le problème, ce n'est pas d'avoir 100 milliards de réserves d'échange à la Banque centrale, mais c'est aussi d'honorer les engagements. Parce qu'il a été clair que les compagnies pétrolières ont fait un long moment sans avoir la subvention qui est la contrepartie du gouvernement
pour juguler les prix du carburant à la pompe. Et ces problèmes posent énormément de problèmes. Jusqu'à présent, vous savez que beaucoup de gens ne peuvent pas ni voyager, ni rouler à cause de l'absence du carburant. Et ici, nous devons savoir que l'obligation de chaque gouvernement du monde, c'est de rendre heureux, viable sa population. Je sais que le gouvernement, par rapport à la gestion qu'a fait M. Kabila et les autres gouvernements passés, veut tout simplement montrer que nous avons autant d'argent dans les banques, mais ça ne suffit pas pour nous le peuple. Ce qui est important, c'est que les conditions de vie... Il faut qu'on le ressente dans l'assiette. Mais exactement. Même si on nous disait qu'on a 50 milliards de dollars aujourd'hui, mais est-ce que cela suffit au lieu d'honorer les engagements internes? La dette publique interne n'est pas payée. On a peur de payer la dette publique interne, parce que si on paye la dette publique interne, cette fameuse réserve sera vide. Et c'est une obligation. C'est le paiement de la dette interne, intérieure, qui va faire bouger l'entrepreneur local. Même mes indemnités compensatoires pour avoir été justement invalidées n'ont jamais été payées. Voilà. Alors, si cette indemnité est payée, ça permet de résoudre les problèmes d'ordre social. Je ne participe pas au débat, mais j'ai donné un exemple. Voilà, c'est ça exactement le problème que nous vivons aujourd'hui. Chris Mukendi a une réaction. Je crois que je vais aller dans le sens de compléter Maître Ochumbe. Mais vous savez, nous sommes butés, du peuple. Mais justement, nous sommes butés à un problème. C'est le problème de l'offre et de la demande. Vous savez, avec des mesures gouvernementales qui a conduit à la réduction du prix des billets d'avion, le taux de remplissage des avions ont sensiblement augmenté. Plusieurs Congolais voudraient maintenant effectuer les voyages à l'intérieur du pays parce que nous parlons des vols domestiques. Donc, mais pour tous ceux qui pensaient qu'à l'époque, les billets d'avion coûtaient très cher, avec ces mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement pour rabattre les prix des billets d'avion, tout le monde veut aller à l'intérieur du pays. Et voilà, nous sommes butés maintenant au problème de l'offre et de la demande, un principe économique. Lorsque il n'y a pas assez d'offres, alors que la demande elle est très grande, nous sommes butés à ce genre de difficultés. Vous avez votre billet et malheureusement, avec la désorganisation aussi des entreprises commerciales qui ne sait pas mieux, chronométrer, agencer et structurer le voyage, ça fait que vous avez acheté votre billet pour voyager, par exemple, les 15, vous arrivez les 15, il y a ceux qui avaient raté l'avion, les 13 qui voudraient voyager à la même date, et ça crée des problèmes énormes. Donc moi je crois qu'il faut, parce que le domaine n'est pas un domaine exclusif au gouvernement, c'est un secteur qui est libéralisé. Il faut qu'on appelle aussi d'autres investisseurs à venir dans ces secteurs, parce que les gouvernements seuls ne peuvent couvrir les flottes aériennes. Il y a des efforts qui sont en tout cas engagés dans le sens d'améliorer les flottes aériennes pour des entreprises qui sont de l'État, mais il faut aussi que dans les secteurs privés, des gens investissent. Tout à fait. Je crois qu'il y a un problème d'organisation, mais lorsque l'offre augmente ou lorsque l'offre elle est amoindrie et que la demande est intéressante, voilà, on ne peut qu'assister à ce genre de spectacle. D'accord. On va évoluer. Avec vous, on commence avec la question des élections. On annonce l'enrôlement des électeurs au mois de novembre 2022 ici, et puis au mois de juillet 2023, le dépôt des candidatures pour la présidentielle, mais aussi les législatives provinciales et nationales. Que faire pour anticiper le pire qu'on a connu par le passé? Quelle est la lecture de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito sur la question? Très bien, mon frère. Lui, permettez-moi de placer un mot. Oui, dans votre temps de parole. Vous avez chacun... Je vais faire le communiqué de 2 minutes. 4 minutes de temps de parole pour cette question. Très bien. Ici, il y a un sérieux problème. M. Christ venait tout à l'heure de dire, nous rappeler le principe de l'offre et de la demande. Mais quand le gouvernement n'arrive pas à mettre des conditions, justement des conditions d'attirance pour séduire les investisseurs à venir investir au Congo. Et là, moi, j'ai toujours plaidé pour des réformes. Nous devons réformer notre code des investissements. Parce que c'est un code qui ne rassure pas les partenaires. C'est un code qui ne rassure pas les investisseurs. En tout cas, il n'y a pas, à mon avis, je ne vous contredis pas, des plaintes en ce qui concerne la sécurité des affaires en RDC. Le climat des affaires, visiblement, Maître peut... Oui, mais non, ça c'est un corriger, mais il n'y a pas...
beaucoup de pas ont été franchis. Il y a l'OADA, il y a le climat des affaires qui a été amélioré depuis l'ancien régime et puis continue actuellement. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude pour les investisseurs. Oui, mais posons-nous la question. S'il n'y a pas des inquiétudes, mais pourquoi les investisseurs sérieux ne viennent pas? C'est ça la grande question. Et quand il s'agit même de nos sociétés étatiques, tout ça, mais vous avez ici, je ne voudrais pas faire la publicité de cette entreprise. Nous avons déjà une entreprise aérienne nationale. Mais il y a une autre encore qui est en gestation. Malheureusement, la première société d'aviation étatique n'a pas de flotte. Et vous savez, mon frère, lui, dans un pays sérieux, on ne va pas acheter des avions en catimini. Il y a des appels d'offres. Publiez les numéros d'appel. Et quand vous prenez les grandes sociétés d'aviation ici en Afrique, je prends ici la société éthiopienne, mais l'État n'a que 40% de quote-part, 60% c'est aux Qatariens. Mais pourquoi ne pas adopter cette stratégie ici, chez nous? L'État n'a pas assez de moyens. Mais pourquoi il doit conserver les 100% de quote-part? Le Kenya aussi est dans... Le Kenya également. Même le SN. Air France avec KLM, une société allemande, où ils ont 50% de quote-part. Mais ici en RDC, vous gardez l'exclusivité de quote-part, mais vous n'avez pas de flotte. Vous n'avez pas d'argent. C'est ça le grand problème. Le Congo, c'est un grand pays. Si nous actionnons le transport aérien, mais on aura donné de l'emploi. La famine va baisser de manière sensible. Mais voilà que nos amis de l'Union dite sacrée n'arrivent pas à réfléchir pareil. C'est ça le grand problème. Du choc des idées jaillit la lumière. Voilà. Je reviens sur la question des élections. Mon cher ami, aujourd'hui, le processus électoral en RDC est entaché de beaucoup d'irrégularités graves. Ce qui fait que le caractère d'indépendance, de neutralité et d'impartialité de cette CENI soit ôté. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, les élections, le processus électoral, c'est un tout cohérent. Il suffirait qu'il y ait un petit bavure quelque part, le reste sera bousillé. Et je ne voudrais pas ici, comment donc aller trop vite en raison. Je vais rappeler ici les principes. Pour que nous ayons les bonnes élections, nous avons besoin de deux cadres légaux. Le premier cadre légal, c'est la loi électorale, que nous avons déjà publiée à la va-vite par le journal officiel. Qui vous est opposable. Voilà. Et le deuxième document, c'est le calendrier électoral. Quand vous n'avez pas le calendrier électoral, rien ne vous rassure qu'il y aura élection en 2023. C'est les documents par excellence. Mais la feuille de route, vous n'y croyez pas? La feuille de route reprend des activités censées être reprises dans le calendrier électoral. Et ici, je décèle l'incompétence dont le chef de M. Kadima. Non, pas d'attaque personnelle. Non, je l'ai dit, je m'assume. Pourquoi j'ai dit ça? Vous avez un monsieur qui rassure l'opinion et veut séduire l'opinion en nous disant que voilà, décembre, il y aura début des enrôlements. Mais ce n'est pas à lui de nous dire. Il n'a qu'à nous brandir, à nous publier les calendriers électoraux. Et nous, les acteurs politiques, c'est à nous d'interroger les documents. Parce que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il est en train de nous promettre, en termes des opérations électorales et autres, mais attends, c'est de manière séquentielle. Les opérations, le début des opérations d'enrôlement commencera du décembre, mais jusqu'à quand? La cartographie ici, ça nous a pris combien de temps? Les opérations sont terminées. Mais le problème, ce n'est pas que les opérations terminent. Le problème, c'est les targets. Oui, en un paragraphe, parce que vous avez épuisé le temps de parole. Êtes-vous prêt ou non à aller aux élections, vous? Non, nous sommes prêts pour les élections, même demain. Alors, nous allons affronter les élections. Et l'opinion doit savoir que Nouvelle-Homme à formation politique n'est pas pour le boycott des élections. Vous allez présenter un candidat à la présidence? Oui, le candidat à la présidence, c'est Martin Fayulu. Qu'est-ce que je dis? C'est Adolphe Muzito qui est le candidat. Ah, d'accord, très bien. Merci d'avoir corrigé. Alors, Mathieu Takizala. Vous savez,
Parlez-nous des élections en tant qu'économiste. On viendra choc des idées. Du choc des idées, j'ai la première partie de la logistique et de la mobilité semble très très importante. Parce que même les élections sans mobilité, les élections coûtent cher en République démocratique du Congo parce qu'on n'a pas vraiment l'outil de déplacement. L'infrastructure fait défaut. L'essor du secteur privé, parce qu'on parle là, le secteur aéronautique, c'est un secteur très concurrentiel dans tout le pays du monde. Et le développement, ça demande beaucoup. Et la capacité humaine, ça veut dire que capital humain, et la capacité financière. Aujourd'hui, nous, les entrepreneurs à la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui nous fragilise? L'absence d'écosystème. Le financement est quasi inexistant, cher Lidor. Vous savez que chez Spécial Auto, on a un projet pour relier Kinshasa à Lubumbashi par voie terrestre avec un autocar, lien que la personne soit condamnée à prendre l'avion à l'aéroport d'Njili. Mais du coup, il faut maintenant qu'on puisse avoir des banques capables. Il faut maintenant qu'on fait des réformes du secteur bancaire de la République démocratique du Congo. Parce que c'est une nécessité. Et dans tout le pays du monde, il y a ce qu'on appelle des compagnies régionales. Et ces compagnies régionales sont alimentées avec l'activité économique de la région. Aujourd'hui, regarde nos régions. L'activité économique privée est absente. C'est l'informel qui est le premier parti aujourd'hui à la République démocratique du Congo. D'où la nécessité que l'État, dans la reprogrammation de l'État en République démocratique du Congo, il faut penser maintenant de créer l'actif dans nos régions. Il faut qu'on puisse amener l'entreprise dans nos régions. Parce que lorsque l'entreprise est présente, celui qui est l'opérateur dans le secteur aéronautique va avoir du contractuel. On ne va pas devenir un opérateur dans le secteur aéronautique en Mbuji-Mayi, dans une ville où il n'y a même pas 20 sociétés. Élection. Donc, ça c'est déjà un vrai problème. Je crois qu'aujourd'hui, il faut financer l'entreprise en République démocratique du Congo. On ne le finance pas. Il n'y a même pas une banque destinée pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'on voit qu'on va commencer à faire de surplace pour la mobilité en République démocratique du Congo. Les élections, dans tout le pays du monde, l'élection c'est d'abord chercher la photographie de la démographie. Photographie de la démographie. Démographie individuelle, démographie professionnelle, démographie de l'infrastructure, démographie de l'administration. D'où la naissance des idéologies politiques. On appelle la droite et la gauche. La droite, il se repose autour de l'ouvrier, le travailleur. Et la gauche, le travailleur et l'ouvrier. Le partage du travail. La droite, c'est le capital. Parce qu'on ne peut pas avoir un travailleur sans capital, qu'on appelle l'entrepreneur que je suis ici. Et ces deux approches sociétales essayent de conjuguer pour qu'on fasse avancer la société. Mais en République démocratique du Congo, l'élection est devenue un système d'avoir le premier emploi. Le paradoxe congolais. Trois quarts des gens, comme on n'a pas développé l'outil productif, les entreprises, ça veut dire que moi j'ai étudié, qu'est-ce qui reste pour moi? Ça veut dire que je vais aller le dimanche et vous voyez qu'on parle peu des idéologies politiques en République démocratique du Congo. Peu. On parle des individus. Or, l'élection pour avoir un socle, cher leader, il faut les approches idéologiques. La convergence des idéologies. Voilà. Or, chez nous, on voit, non, mais comme il y a un recul social et le régionalisme s'est développé, ce que nous appelons entre guillemets le tribalisme, maintenant le vote est devenu ethnique. Et sociologique. Ben oui, parce que les hommes ne se retrouvent pas socialement. L'entreprise est absente, le travail est absent. Maintenant, je regarde, lui, il est de Bandundu, il parle aussi bien le français, comme vous avez dit tout à l'heure, alors je vais le mettre. Mais ce n'est pas le français qui va faire quelque chose. C'est l'idéologie, c'est l'approche. C'est pour ça que dans des partis politiques, dans des pays où on a un essor de développement, on voit que messieurs économie, messieurs transport, et ces gens-là, ce sont des experts. Et en général, c'est des gens qui travaillent déjà dans le secteur. Donc je crois que l'élection, l'administration, le MEDO, vous voyez comment on sacralise uniquement l'institution sur la place boulevard Albert Prény, hein, le 30 juin. Oui. Or, l'administration, c'est le ministère de l'Intérieur, l'élection. Est-ce qu'on parle plus du ministère de l'Intérieur ici? On parle plus de la CENI. C'était décidé depuis Sun City. Alors, il faut corriger. Il faut corriger. Oui. Décider depuis Sun City. Je dis qu'il faut corriger ça. Oui. Même la livre sainte a été réformée. Pourquoi? La Bible. On quitte l'Ancien Testament pour aller au Nouveau Testament. On a fait 4 processus électoraux. Avec ces schémas-là,
Mais à chaque fois quand on les lit Ludo, on dit non, 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 c'est pas lui. Mais pourquoi le mix n'est pas mixé entre ce schéma de CENI et l'administration de l'intérieur? Il nous reste 6 minutes. Maître Laurent, vous abordez la question, vous la liez aussi à la situation de l'Est. Est-il possible qu'on aille aux élections avec 2 provinces qui sont en proie à l'insécurité, tout ça, au nom de l'inclusivité du processus électoral? Et puis, on va prendre M. Chris Mukendi. Merci beaucoup, Ludo. Les élections ne devraient pas être une guerre, comme la situation se présente présentement en République démocratique du Congo. La compétition électorale devait être un match de football, où vous avez un camp contre un autre, l'opposition, la majorité, et la société civile. Ce sont les spectateurs qui regardent le match. Et l'arbitre, c'est un juge qui tranche. Mais pour avoir les élections crédibles, il y a des préalables. Nous avons des préalables politiques, Ludo. Je vous ai dit un match, pour qu'il se joue très bien, il y a aussi des préalables. Les choix des arbitres. Pas comme nous voyons aujourd'hui, l'Union sacrée dit, l'Union sacrée est présentée comme un vita. Il dit, si vous ne voulez pas de l'arbitre Ludo, c'est seulement lui ou rien. Nous devons jouer avec ce ballon ou rien. Pas comme ça. Ça doit être consensuel. Et le préalable politique, c'est ce que nous avions dit. Nous devons trouver un consensus sur cette loi électorale qui regorge les germes de division, qui n'augure pas un bon avenir pour le respect des résultats qui seront prononcés demain. Nous sommes compétiteurs. Ce n'est pas à vous de nous imposer les règles du jeu. Vous, c'est la Mouka, non? Nous, c'est la Mouka. Et il n'appartient pas à l'Union sacrée de nous imposer les règles du jeu des matchs que nous... Non, mais nous contestons la manière dont les élections sont en train d'évoluer. Parce que l'Union sacrée, nous la considérons comme un camp adverse, un compétiteur. Et les compétiteurs ne peuvent pas nous imposer les règles du jeu. Les règles du jeu doivent être convenues entre parties. Voilà pourquoi nous avions, depuis mars 2019, demandé un consensus sur la loi électorale. Nous avons demandé un consensus sur les lois qui organisent le fonctionnement de la CENI. Nous avons demandé un consensus sur les juges suprêmes, le renforcement de la Cour constitutionnelle, pour ne pas vivre le cas Ludor, qui est resté une jurisprudence éhontée pour le pays. Pour la première fois, on dit une composition spéciale. Mais les arrêts de la Cour constitutionnelle sont applicables à l'État. On fait une chambre spéciale pour réformer les arrêts, pas pour corriger les erreurs matérielles en violation flagrante de la Constitution. Voilà pourquoi nous avions dit, sur le plan politique, nous devons trouver un consensus sur ces 3 textes, de telle sorte que les parties prenantes conviennent et soient d'accord sur comment les élections seront cheminées. Mais il y a aussi un préalable sécuritaire. Parce que les compatriotes qui vivent dans les partis occupés par les groupes armés sont des Congolais. Et le président qui sera élu demain n'aura pas une légitimité intégrale. Nous risquerons de passer un mandat comme celui de Félix, où il n'a aucun bilan à présenter parce qu'il passe tout son temps à raccommoder les petits de brèche, étant entendu que lui-même n'est pas sûr de la situation qu'il a amené au pouvoir. Alors, si on finit tout un mandat avec des crises politiques comme présentement, quel est l'avenir pour notre peuple? Question. Il n'est pas tard. Oui. Je vous en prie, je finis par là comme ça. Je prends votre question de relais. J'étais en train de parler du préalable sécuritaire. Maintenant, ça devient au niveau des gestionnaires même de la commission électorale. Tout le monde observe. Aujourd'hui, la CENI, c'est une caisse de raisonnement de l'Union sacrée. Parce que tous ceux qui sont au bureau de la CENI sont choisis par l'Union sacrée. Il n'y a aucun mandataire de l'opposition. Ce qu'on a pris du PPRD, le PPRD vous dira qu'il les a déjà chassés de leur parti. C'est un peu comme le cas Tchibala. Vous croyez à ça? Non, mais je crois parce que Tchibala était membre de l'UDPS, mais l'UDPS a dit qu'ils n'ont pas envoyé Tchibala. Bien que Tchibala ait été nommé Premier ministre par Kabila, mais l'UDPS a dit nous ne l'avions pas envoyé. Donc il faut, pour considérer la crédibilité de la personne qui est accréditée, c'est la personne qui l'accrédite qui doit dire oui ou non. Et dans les cas d'espèce, quand le PPRD vous dit que moi je n'ai pas envoyé ces messieurs-là, alors la place là n'appartient pas à ces messieurs, mais au parti. Quand Esside dit qu'il n'a pas envoyé Moniz, mais vous prenez Moniz, est-ce qu'il nous représente? Non. Petite question. Je vous en prie, Ludon. Il doit conclure. Je vous en prie. À la fin. Est-ce que vous allez ordonner à vos militants de s'enrôler au mois de novembre et déposer vos candidatures en juillet 2023, oui ou non? Esside Lamouka. Dans notre vocabulaire politique,
le mot boycott des élections n'existe pas. Donc vous aurez un candidat. Non, je dis ceci. Nous aurons les candidats dans tout. La présidentielle, c'est qui? Mais dans notre congrès, notre deuxième congrès ordinaire de Kisangani qui venait de se dérouler dernièrement, le parti SID a choisi Martin Fayulu comme candidat président de la République. Vous avez choisi Adolphe Muzito. Vous n'êtes plus ensemble? Non. La MOUCA est composée de partis politiques. Même quand nous étions à Géval pour choisir Martin Fayulu comme candidat commun, déjà Félix était candidat, Kamer était candidat, mais les gens se sont mis d'accord et ont dégagé un consensus qui a été violé par Félix Tshisekedi avec Vital Kamerhe. Monsieur Chris Mukendi, vous avez le privilège de clôturer l'émission. Merci beaucoup. En rencontrant les préoccupations de... J'ai suivi mes amis de la MOUCA saucissonnée, parce qu'il y a la MOUCA avec comme candidat Martin Fayulu, notre la MOUCA comme candidat Muzito, à la MOUCA saucissonnée. Mais vous savez, lorsque je suis nos amis, j'ai l'impression que la mentalité de la belligérance n'a pas encore quitté l'homme politique congolais. Cette mentalité qui nous a réunis à Sun City, alors que nous avons, à Sun City, voté une constitution de la transition qui nous a conduit à mettre en place des institutions politiques légitimes. Voilà. Mais je me retrouve en face de personnes qui sont encore à négocier les consensus alors que des réformes ont été apportées au sein de nos institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale, où nos amis de la MOUCA n'ont que 10 députés au total, SID, y compris avec Nouvel Élan. Donc, il se passe qu'à l'Assemblée nationale, on subit la loi de la majorité. Comment voulez-vous, alors que vous êtes minoritaire, vous voulez faire passer votre point de vue avant le point de vue de la majorité? Et il y a 350 députés, plus de 350 députés qui sont acquis à l'Union sacrée, qui votent des textes qui ne vous arrangent pas. Mais malheureusement, vous voulez que les choses se fassent de votre manière. Vous demandez les consensus. On doit encore rappeler à nos amis qui nous suivent que le consensus ne veut pas dire unanimité. Nous sommes à notre 3e processus électoral. Celui qui arrive, ça sera le 4e. De 2006 à 2018, aucun processus électoral n'a fait l'unanimité, très cher ami de la MOUCA. En 2006, les élections où les processus ont été contestés. La grande majorité est allée sans l'UDPS. Comment ça a chuté? En 2011, nous sommes allés aux élections. Tshisekedi a revendiqué la victoire. Mais ça n'a pas arrêté les trains. En 2018, vous avez dit, alors que Tshisekedi était compétiteur au même titre que Fayulu et Chadari, vous avez dit qu'il est allé négocier la victoire. Voilà. Donc, il est clairement établi qu'aujourd'hui, ces consensus que nos amis recherchent, qui devraient être trouvés dans les institutions, on ne les trouvera pas hors cadre institutionnel. Donc vous n'allez pas faire marche arrière? Non, ça c'est pas à moi de décider, je constate simplement. Mais en ce qui concerne les élections, puisqu'on évoque déjà la question de l'enrôlement en novembre. En novembre. Mais je me pose la question sur la faisabilité seulement parce qu'on a l'habitude d'utiliser les écoles pour faire l'enrôlement. Je me dis, allons-nous ériger des tentes dans la rue pour que la CENI procède à l'enrôlement des électeurs, alors que généralement on utilise des salles de classe. En novembre, l'école est encore en cours. Je ne vois pas comment la CENI va s'organiser pour organiser l'enrôlement pendant d'abord la saison des pluies. En novembre, il y a des fortes pluies. Je ne sais pas s'il va ériger des tentes. Il faut protéger les matériels de la CENI, qui est un matériel sensible. Moi, je me pose des questions. Je suis tout à fait d'accord. Aussi dans les églises, non? En dehors des écoles. Ben voilà. Les églises catholiques et protestantes. Mais les églises, les églises se tiennent les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis au Congo. C'est tous les jours qu'il y a église au Congo. Donc, je suis en train de m'imaginer. Je suis tout à fait d'accord pour que nous puissions tenir l'enrôlement, parce qu'on doit avancer. Mais je me pose la question sur la faisabilité. Donc, pour nous, l'Union sacrée, nous sommes engagés sur la voie des élections. On ne va pas tergiverser. Mais vous savez aussi que le ministre des Finances, je l'ai suivi sur Top Congo il y a 2 jours, il a dit que tous les moyens que la CENI a eu à
à demander ont été mis à la disposition de la CENI pour que les élections se tiennent effectivement dans les délais. Voilà. Et la CENI elle-même a dit que le mot glissement ne se trouve pas dans son calendrier ou dans son vocabulaire. Donc, à nos amis qui sont en face de pouvoir s'organiser pour aller aux élections. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Je suis désolé, on n'a pas pu aborder la question liée à l'insécurité à l'Est. Nous pourrons y revenir avec les mêmes invités la semaine prochaine sur le plateau du débat congolais, cette fois-ci que nous relançons. Je voudrais vous dire merci d'avoir été des millions à nous suivre. Merci au nom de M. Chris Mukendi qui se trouve être secrétaire national adjoint en charge de la mobilisation à la FDC de Modeste Bati. Merci beaucoup M. Serge, c'est moi qui vous remercie. M. Chris de votre contribution. Merci à M. Claude Ngoma de Nouvel Élan, d'Adolphe Mouzito. Merci de votre contribution à ce choc des idées. Merci à Maître Laurent Otsumbe, un habitué de ce plateau. Merci de votre contribution substantielle aussi, comme les autres, à ce débat. Merci enfin à M. Mathieu Takizala, opérateur économique, de votre contribution. Je précise que Maître Laurent Otsumbe est de SID de Martin Fayulu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des millions à nous suivre. J'ai dédié cette émission à la population de la commune de Lemba, de Matete, de Kisenso, de Ngaba, mais aussi de Limete. Et je promets de vous retrouver d'ici 2023. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous très bien.